À Ouagadougou, un basculement visible survient lorsque 1000 bus neufs redessinent soudainement les trajets quotidiens de la capitale. Financés sans dette extérieure, uniquement par l'or et le coton nationaux, ces véhicules promettent mobilité, emplois locaux et audits publics, tout en exposant un pays sous pression sécuritaire constante à un test économique rare. Que signifie réellement ce pari pour vous, pour les familles urbaines pressées et pour Ibrahim Traoré face à des marchés mondiaux volatiles aujourd'hui comme demain? Un modèle africain contraint émerge ainsi, étroitement observé et potentiellement imité à court terme. Cette analyse ne cherche ni à célébrer ni à condamner le projet des 1000 bus, mais à formuler une promesse claire au lecteur. Comprendre pourquoi ce choix compte et où se situent ses fragilités réelles. Le bénéfice est direct et concret. Identifier assez rapidement les risques et les leviers économiques doivent être tangibles. En surface, le projet améliore la mobilité urbaine et répond à un besoin quotidien évident. En profondeur, il met à l'épreuve la capacité d'un État sous contrainte sécuritaire à financer une infrastructure visible sans recourir à l'endettement extérieur. Chaque arbitrage budgétaire devient alors un signal politique et économique mesurable. L'enjeu central réside dans une tension difficile à éviter. Refuser la dette protège l'autonomie décisionnelle, mais expose pleinement au cycle de l'or et du coton. À l'inverse, l'endettement offrirait un amortisseur financier au prix de dépendance durable. La question n'est donc pas idéologique, mais pragmatique. Ce pari peut-il produire des résultats rapides sans créer une vulnérabilité structurelle? La réponse commence par un chiffre précis révélé dès la partie suivante. Dès les premières semaines, un chiffre s'impose et bouscule les attentes. Plus de 80 millions de dollars ont été mobilisés sans dette extérieure, exclusivement à partir de l'or et du coton nationaux. Engagé en pleine guerre interne, cette somme place immédiatement le projet des 1000 bus dans une catégorie à part, où l'audace financière précède toute lecture idéologique et impose un premier test de crédibilité. Ce mini-révélateur éclaire le contexte dans lequel s'inscrit l'initiative. Le Burkina Faso traverse une période marquée par l'insécurité, la pression terroriste et une défiance historique envers les modèles de développement fondés sur l'endettement extérieur. Dans cet environnement contraint, Ibrahim Traoré choisit de transformer une limite en démonstration. Utiliser des ressources internes pour produire un effet visible, mesurable et rapidement perceptible par la population urbaine. Les bus ne sont pas une fin, mais un signal. Le chouet du transport public répond à une logique précise. À Ouagadougou, les déplacements quotidiens freinaient l'accès au travail, à l'éducation et aux soins. Avant le projet, la ville reposait largement sur des minibus vétustes, irréguliers et saturés. Introduire une flotte structurée permet d'agir là où l'impact est immédiat. La réforme cesse d'être abstraite pour devenir une expérience vécue dès les premiers trajets. Autour de ce noyau, une mécanique plus profonde se met en place. Les ateliers locaux sont réorganisés, des milliers de jeunes sont formés aux métiers techniques et une chaîne d'assemblage et de maintenance commence à émerger. Ce pari sur les compétences locales vise à réduire la dépendance extérieure, non seulement financière, mais aussi industrielle. Ibrahim Traoré assume cependant une contrainte majeure. Fonder le financement sur l'or et le coton expose le projet à la volatilité des marchés mondiaux. Le risque est connu et accepté comme le prix d'un test grandeur nature. La question reste ouverte. Cette démonstration initiale peut-elle résister aux chocs économiques et sécuritaires à venir ou n'est-elle qu'un moment favorable? Pour mesurer l'effet réel du projet, il faut quitter les annonces et suivre des trajectoires individuelles. Le premier repère est celui d'un jeune technicien formé dans les ateliers réaménagés de Ouagadougou. Avant le lancement, son horizon professionnel se limitait à des emplois informels et instables. En quelques mois, il acquiert des compétences mécaniques certifiées,
participe à l'assemblage et à la maintenance des bus et intègre une économie formelle structurée. Le changement n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. Un second regard vient des usagers. Une employée vivant en périphérie réduisait auparavant ses déplacements pour éviter des trajets longs et imprévisibles. L'arrivée de lignes régulières modifie son quotidien. Horaires stabilisés, accès plus fiable au travail tant qu'au service public, fatigue réduite. Ces gains, modestes pris isolément, s'additionnent à l'échelle de milliers de foyers et produisent un effet cumulatif sur la ville. Ces impacts précoces dessinent une logique claire. Le projet ne vise pas uniquement la mobilité, mais l'activation simultanée de plusieurs leviers. Emploi local, montée en compétences, productivité urbaine et confiance collective. En reliant les quartiers périphériques au centre, le réseau de bus agit comme un accélérateur discret, réduisant des frictions qui freinaient l'activité quotidienne. Ibrahim Traoré présente ces effets initiaux comme des preuves d'utilité immédiate plutôt que comme une promesse lointaine. Toutefois, leur portée reste conditionnelle. Ils dépendent de la continuité de l'exploitation, de la qualité de la maintenance et de la capacité à absorber des chocs économiques. À ce stade, l'expérience montre surtout qu'une politique ciblée peut produire des résultats visibles rapidement, même dans un contexte instable. En bref, l'impact est réel, mais encore fragile. Tout commence par une décision de rupture, prise dans un contexte où la marge d'erreur est en pleine guerre interne et sous pression sécuritaire constante, le pouvoir burkinabé tranche. Le projet des 1000 bus sera financé sans aucun recours à la dette extérieure. Ibrahim Traoré valide ce choix comme un acte fondateur, à la fois économique et politique. L'activation est rapide. Les dépôts de Ouagadougou sont réaménagés. Les premiers flux financiers issus de l'or et du coton sont redirigés et les commandes de composants sont lancées sans phase pilote prolongée. Le calendrier est volontairement serré. La montée en puissance constitue le premier moment de tension. Les pièces arrivent de manière échelonnée, parfois de façon imprévisible. Les équipes locales doivent apprendre en produisant, souvent sous contrainte de temps. Chaque retard technique se répercute immédiatement sur l'ensemble du planning. Les ateliers fonctionnent en pression continue, sans amortisseur financier externe. Des milliers de jeunes sont formés en accéléré au métier de l'assemblage, de la mécanique et de la logistique. Cette phase révèle une caractéristique centrale du modèle. L'absence de dette oblige à résoudre chaque problème en interne sans possibilité de lisser les difficultés par un apport financier différé. Le point culminant intervient avec la mise en circulation progressive des premiers bus. La ville change de rythme. Des lignes visibles apparaissent, les horaires deviennent réguliers et les habitants commencent à adapter leurs déplacements quotidiens. Le scepticisme initial laisse place à une adoption pragmatique. À ce moment précis, le projet cesse d'être une promesse politique pour devenir une infrastructure vécue. Ibrahim Traoré insistait alors sur la transparence comme condition de crédibilité. Les audits sont publiés, les dépenses détaillées et chaque étape est exposée comme preuve d'une gestion maîtrisée. Viennent ensuite les répliques, moins spectaculaires mais décisives. L'exploitation quotidienne révèle de nouveaux défis: maintenance continue, disponibilité des pièces, formation des conducteurs, gestion des flux aux heures de pointe. Chaque bus immobilisé devient un signal négatif potentiel. Pour y répondre, une industrie locale de maintenance commence à se structurer, réduisant progressivement la dépendance aux importations. Cette phase marque un glissement stratégique. Le projet ne repose plus seulement sur l'investissement initial, mais sur la capacité à durer. Parallèlement, des effets systémiques émergent. Les quartiers périphériques gagnent en accessibilité. Les temps de trajet diminuent, la productivité urbaine s'améliore et de nouveaux emplois apparaissent au-delà du transport lui-même. Ces résultats renforcent le discours officiel.
La souveraineté économique peut produire des bénéfices rapides si elle est ciblée et visible. Toutefois, cette lecture positive reste sous surveillance. La dépendance aux revenus de l'or et du coton demeure, et chaque fluctuation des marchés mondiaux plane comme une menace silencieuse. La séquence complète révèle ainsi une dynamique en trois temps: activation audacieuse, montée sous contrainte, puis stabilisation précaire. Chaque succès devient un argument, chaque difficulté un test décisif pour la vision portée par Ibrahim Traoré. Avant le projet, le transport urbain de Ouagadougou reposait sur une offre fragmentée, largement informelle et peu fiable. Après le déploiement progressif des 1000 bus, une première différence notable s'impose. Les temps de trajet moyens ont diminué d'environ 30% sur les axes les plus fréquentés. Cette variation n'exprime pas seulement un gain de confort, elle se traduit par un accès plus régulier au travail, à l'école et aux services de santé pour des milliers de foyers, réduisant l'incertitude quotidienne qui pesait sur la productivité urbaine. Un second indicateur structure la lecture financière. Plus de 80 millions de dollars ont été engagés sans dette extérieure, exclusivement à partir de l'or et du coton nationaux. Si l'on prend comme point de comparaison, des projets de transport comparables en Afrique subsaharienne reposent généralement sur des prêts multilatéraux à long terme, assortis de périodes de grâce. Ici, la différence est claire. Aucun étalement de remboursement, aucune dépendance contractuelle externe. Chaque dollar investi doit produire un effet rapide, car l'absence d'amortisseur financier impose une discipline budgétaire immédiate. Le troisième indicateur concerne l'emploi et la chaîne de valeur. Plus de 10 000 emplois directs et indirects ont été générés, répartis entre l'assemblage, la maintenance, l'exploitation du réseau et des activités connexes. Si l'on prend comme point de comparaison, un simple service de transport crée surtout des postes d'exploitation. La différence observée tient à la montée en compétences locales, formation technique, certification mécanique et organisation d'ateliers capables d'assurer l'entretien courant. Cet actif humain persiste au-delà du cycle initial d'investissement. Ces chiffres appellent toutefois une lecture prudente. La baisse des temps de trajet se concentre principalement dans la capitale et ses périphéries immédiates. L'impact spatial reste donc limité. De même, les emplois créés dépendent étroitement du maintien de la flotte en circulation et de la capacité à financer la maintenance. Une baisse prolongée des revenus issus de l'or ou du coton fragiliserait cet écart positif en comprimant les budgets opérationnels. Un indicateur transversal mérite attention: la publication régulière des audits financiers. Il ne s'agit pas d'un chiffre économique au sens strict, mais d'un facteur stabilisateur. La transparence réduit les risques de mauvaise allocation, renforce la confiance interne et améliore l'acceptabilité sociale du projet. Si l'on prend comme point de comparaison, la défiance envers la gestion publique est élevée. La différence se joue dans la visibilité des flux et des dépenses, qui limite les contestations et soutient l'adhésion. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire cohérente à court et moyen terme. Ils ne démontrent pas encore la soutenabilité de long terme, mais attestent de la faisabilité opérationnelle d'un financement sans dette dans un contexte contraint. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces écarts pour défendre une thèse simple: concentrer les investissements, rendre les effets visibles et accepter la discipline qu'impose l'absence d'endettement. La question décisive demeure ouverte. Ces indicateurs résisteront-ils aux chocs externes et au cycle des marchés mondiaux, ou ne sont-ils qu'une photographie favorable appelée à se corriger? Les critiques du projet avancent d'abord un argument de vulnérabilité macroéconomique. Fondé, un investissement d'infrastructures majeures sur deux matières premières expose mécaniquement le financement aux fluctuations des marchés mondiaux. L'or et le coton peuvent connaître des variations rapides indépendantes des choix nationaux.
Dans un pays confronté à une insécurité persistante, une baisse prolongée des revenus réduirait la capacité à entretenir la flotte, à payer les salaires et à renouveler les équipements. Selon cette lecture, l'absence de dette extérieure ne renforce pas la résilience. Elle supprime au contraire un amortisseur financier traditionnel. Un second argument cible la concentration géographique et sectorielle. Les bénéfices observés se concentrent largement à Ouagadougou, laissant de côté une grande partie du territoire. Les emplois créés, bien que significatifs, restent liés à un secteur unique. Les détracteurs estiment qu'un choc touchant le transport urbain aurait des effets en cascade sur l'emploi et la productivité locale. Dans cette perspective, le projet serait performant à court terme, mais insuffisamment diversifié pour constituer une base de développement équilibré. Ces objections sont solides et méritent d'être prises au sérieux. Les éléments issus de l'expérience en cours apportent toutefois une réponse partielle, mais vérifiable. La dépendance aux matières premières est réelle, mais elle est assumée comme un levier stratégique plutôt qu'un angle mort. La publication régulière des audits financiers réduit le risque de mauvaise allocation et limite les effets politiques d'une contraction budgétaire, même en période de tension. La transparence ne supprime pas la volatilité, mais elle en encadre les conséquences. Sur le plan sectoriel, les données montrent que la chaîne de valeur dépasse le simple transport. La formation technique, la maintenance locale et l'organisation des ateliers créent des compétences transférables vers d'autres activités mécaniques et industrielles. L'investissement ne se limite donc pas à des actifs roulants. Il construit un capital humain réutilisable, atténuant le risque de concentration sans l'annuler. Enfin, le choix de commencer par la capitale répond à une logique d'impact rapide et mesurable. Il s'agit d'une phase test plutôt que d'un aboutissement. Le débat ne porte plus sur des hypothèses abstraites, mais sur des faits observables, encore incomplets mais déjà instructifs. À ce stade, le projet cesse d'être seulement un programme de transport pour devenir un révélateur de méthode. Ce qui change la lecture n'est plus le nombre de bus en circulation, mais la capacité de l'État à coordonner financement, production locale, exploitation quotidienne et contrôle public dans un environnement contraint. Le cœur du pari se déplace ainsi du résultat visible vers l'organisation qui le soutient. Le basculement le plus significatif intervient lorsque la maintenance commence à être assurée majoritairement par des équipes locales. Ce détail, souvent relégué au second plan, modifie profondément l'équation du risque. Tant que l'entretien dépend de fournisseurs externes, chaque panne menace l'ensemble du système. En internalisant progressivement ses compétences, le projet réduit son exposition opérationnelle, même si la contrainte financière demeure entière. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette évolution pour déplacer le débat public. La question n'est plus seulement peut-on financer sans dette, mais peut-on apprendre assez vite pour durer sans dépendance. Cette nuance transforme la souveraineté économique en processus plutôt qu'en état final. Elle accepte l'imperfection, mais exige une trajectoire maîtrisée. Ce point de médian éclaire aussi les limites. La méthode fonctionne tant que la coordination reste étroite et que la transparence est maintenue. Un relâchement sur l'un de ces fronts fragiliserait l'ensemble. Le projet entre ainsi dans une phase où chaque ajustement compte davantage que l'annonce initiale. Pour les institutions publiques, l'effet le plus immédiat se lit dans la gestion quotidienne de la ville. La régularité des lignes et la visibilité des horaires facilitent la planification urbaine et réduisent la dépendance à des réseaux informels difficiles à contrôler. La baisse d'environ 30% des temps de trajet sur certains axes améliore l'accès aux écoles, aux centres de santé et aux services administratifs. Au-delà de la logistique, cet effet renforce la crédibilité de l'action publique dans un contexte marqué par une confiance institutionnelle fragile. L'État démontre sa capacité à produire un service tangible, perceptible et mesurable.
Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact se concentre sur la productivité. Des déplacements plus courts et plus prévisibles réduisent les retards, stabilisent les horaires de travail et fluidifient les échanges urbains. Les petites activités dépendantes de la mobilité quotidienne, comme le commerce de proximité ou les services, bénéficient directement de cette régularité accrue. À cela s'ajoute l'effet d'emploi. Plus de 10 000 postes directs et indirects stimulent la demande locale et renforcent un circuit économique interne, même s'il reste largement centré sur la capitale. Pour les habitants, les conséquences sont plus diffuses, mais profondément structurantes. Les familles vivant en périphérie gagnent un accès plus fiable au centre-ville, ce qui élargit leurs opportunités professionnelles et éducatives. Le temps libéré par la réduction des trajets se transforme en heures supplémentaires pour le travail, la vie familiale ou le repos. Cette amélioration du quotidien, souvent absente des indicateurs macroéconomiques, joue un rôle clé dans l'acceptation sociale du projet. Elle ancre la politique économique dans l'expérience vécue. À l'échelle régionale, enfin, les effets sont encore indirects, mais déjà observables. Le projet attire l'attention de pays confrontés au même dilemme entre souveraineté économique et contraintes budgétaires. Il est perçu comme une expérience pilote, plus que comme un modèle clé en main. Les observateurs suivent de près la capacité du Burkina Faso à maintenir la flotte, à financer l'entretien et à résister aux fluctuations des prix de l'or et du coton. Dans ce regard extérieur, chaque succès renforce la crédibilité de l'approche, chaque difficulté en révèle les limites. Ibrahim Traoré relie explicitement ces conséquences à une vision politique plus large. Il présente les gains de mobilité, d'emploi et de compétences locales comme des preuves que la souveraineté économique peut produire des résultats concrets à court terme. Toutefois, cette lecture reste prudente. Les bénéfices sont réels mais conditionnels, dépendant d'un équilibre financier délicat et exposé aux chocs externes. Ainsi, les conséquences du projet ne dessinent pas une victoire uniforme, mais une mosaïque d'effets différenciés selon les acteurs et les territoires. C'est précisément cette diversité d'impact qui rend l'expérience pertinente et instructive. Le scénario de base repose sur une stabilisation prudente. La flotte existante est maintenue sans expansion majeure, tandis que les revenus issus de l'or et du coton demeurent suffisants pour couvrir la maintenance courante. Les recettes liées à l'exploitation du réseau contribuent partiellement aux coûts opérationnels sans les absorber totalement. La priorité est donnée à la fiabilité et à la continuité du service plutôt qu'à la croissance rapide. Dans cette trajectoire, le projet consolide sa crédibilité comme preuve de faisabilité, sans transformer l'équilibre économique national. Le scénario optimiste suppose une conjoncture plus favorable. Les prix des matières premières restent soutenables, la situation sécuritaire ne se dégrade pas et la coordination administrative demeure efficace. Dans ces conditions, une extension progressive vers d'autres villes devient envisageable. De nouveaux ateliers sont ouverts, les programmes de formation s'élargissent et la chaîne de valeur locale gagne en densité. L'expérience dépasse alors Ouagadougou pour devenir un levier de politique industrielle plus large. Cette trajectoire renforcerait la crédibilité internationale de l'approche et ouvrirait la voie à des partenariats choisis, sans renoncer au principe de financement sans dette. Le scénario de tension, enfin, met en lumière les fragilités structurelles. Une baisse brutale des revenus liés à l'or ou au coton, combinée à une pression sécuritaire accrue, réduirait la capacité à financer l'entretien et le renouvellement des bus. Des immobilisations prolongées affecteraient la confiance des usagers, puis l'acceptabilité politique du projet. Dans ce contexte, le débat sur le recours à des financements externes réapparaîtrait non comme un choix idéologique, mais comme une réponse à l'urgence opérationnelle.
Face à ces trajectoires contrastées, une recommandation de méthode s'impose. Si les conditions se durcissent, alors la flexibilité devient prioritaire. Ajuster le rythme d'expansion, diversifier progressivement les sources de revenus internes et préserver la transparence comme outil de stabilisation. Ibrahim Traoré présente cette approche conditionnelle comme une manière de gouverner sous incertitude, sans figer l'avenir dans une promesse ou une crainte excessive. Ces scénarios ne prédisposent pas un destin. Ils dessinent un champ de possibles destiné à guider des décisions adaptatives dans les mois à venir. Pour les travailleurs urbains, l'effet le plus immédiat du projet concerne la gestion du temps. Des trajets plus courts et plus prévisibles réduisent l'incertitude quotidienne liée au déplacement. Cette stabilité améliore la ponctualité, limite la fatigue accumulée et facilite l'organisation entre travail et vie familiale. L'impact est discret, mais il se répète chaque jour, créant une forme de sécurité fonctionnelle dans un environnement marqué par l'instabilité. Chez les jeunes en formation, la transformation est plus structurante encore. L'accès aux ateliers d'assemblage et de maintenance offre des compétences ni techniques concrètes immédiatement mobilisables. Ces savoir c'est sa savoir-faire ne se limitant pas au transport public. Ils sont transférables vers d'autres secteurs mécaniques et industriels. Pour une génération souvent confrontée au chômage ou à l'informalité, cette expérience représente une insertion durable plutôt qu'une opportunité ponctuelle. Elle modifie les attentes professionnelles et élargit les trajectoires possibles. Pour les familles vivant en périphérie, le changement se mesure en possibilités nouvelles. Un accès plus fiable au centre-ville facilite l'accès aux écoles, aux soins et aux marchés. Les décisions quotidiennes ne sont plus dictées uniquement par la distance ou l'imprévisibilité des transports. Cette amélioration progressive réduit certaines inégalités urbaines, même si elle ne les efface pas totalement. Enfin, pour les citoyens observateurs, le projet agit comme un repère symbolique. Voir une infrastructure fonctionner sans financement extérieur visible modifie la perception de ce que l'action publique peut accomplir. Cette dimension psychologique n'est pas quantifiable, mais elle influence l'adhésion collective. Ibrahim Traoré s'appuie sur cet effet pour relier politique, économique et expérience vécue, sans promettre une réussite définitive. Ainsi, l'impact humain ne se résume pas à un indicateur unique. Il s'accumule à travers des changements ordinaires, répétés et tangibles qui redéfinissent progressivement les attentes vis-à-vis de l'État. La première étape consiste à verrouiller la transparence financière comme norme permanente. La publication régulière des audits doit devenir un mécanisme routinier avec des indicateurs simples, comparables et compréhensibles pour le public. Cette clarté réduit les soupçons, stabilise l'adhésion sociale et limite les marges d'erreur dans un contexte de ressources contraintes. Ibrahim Traoré présente cette exigence comme un préalable à toute consolidation ou extension du projet. La deuxième étape vise à professionnaliser durablement les compétences locales. Les formations initiales doivent être complétées par des programmes continus pour les conducteurs, mécaniciens et gestionnaires du réseau. L'objectif n'est pas seulement de maintenir les bus en circulation, mais d'anticiper les pannes, d'optimiser les coûts et de réduire progressivement la dépendance technique extérieure. Cette montée en compétences conditionne la capacité du système à durer. Troisièmement, il devient nécessaire de diversifier les flux de financement interne, sans remettre en cause le rôle central de l'or et du coton. L'État peut explorer des revenus complémentaires liés à l'exploitation du réseau, à la publicité ou à des activités connexes. Cette diversification n'élimine pas le risque, mais elle amortit les chocs liés au cycle des matières premières et renforce la résilience budgétaire. La quatrième étape concerne une extension territoriale prudente.
Tout déploiement vers d'autres villes doit s'appuyer sur des capacités locales déjà préparées, avec des ateliers opérationnels et des équipes formées en amont. Une expansion trop rapide fragiliserait la maintenance existante. Enfin, une cinquième étape s'impose, associer davantage les citoyens. Des mécanismes de consultation régulière sur les lignes, les horaires et les besoins locaux renforcent la légitimité du projet et fournissent un outil de pilotage concret. Pour Ibrahim Traoré, cette implication transforme une politique publique en responsabilité partagée. Dans les ateliers de Ouagadougou, un geste revient chaque jour, presque invisible: serrer un boulon, ajuster un panneau, tester un circuit avant la mise en service. Ce geste simple relie le projet des 1000 bus à quelque chose de plus profond qu'une infrastructure. Il incarne la volonté de produire, de réparer et de décider localement, malgré la guerre et l'incertitude économique qui pèsent sur le pays. Ce motif renvoie aux premiers effets observés plus tôt. Des compétences ont été acquises, une mobilité a été retrouvée, une confiance partielle a émergé. Il ne s'agit pas de symboles abstraits, mais de transformations concrètes, visibles dans la ville et dans les trajectoires individuelles. Chaque bus en circulation rappelle que la souveraineté économique n'est pas une déclaration, mais une pratique quotidienne exigeante. Ibrahim Traoré inscrit cette image au cœur de sa posture politique. Il ne promet ni succès définitif ni modèle universel, mais une direction assumée fondée sur l'effort interne et la responsabilité publique. Cette approche résonne dans un contexte africain marqué par la lassitude face aux modèles importés et aux promesses non tenues. Rien n'est acquis et tout peut encore basculer. Mais l'expérience laisse une trace durable, celle d'un pays qui tente, ajuste et apprend à partir de ses propres moyens. Et s'il fallait retenir une seule phrase: une souveraineté se construit geste après geste. Au-delà du Burkina Faso, l'expérience des 1000 bus s'inscrit désormais dans un débat plus large sur les alternatives possibles au modèle de développement fondé sur l'endettement extérieur. Elle ne fournit ni recette universelle ni solution clé en main, mais un cas concret, observable, avec ses réussites partielles et ses vulnérabilités assumées. C'est précisément cette combinaison qui nourrit la réflexion. Le projet invite à déplacer le regard. Il suggère que la souveraineté économique n'est pas une posture idéologique, mais une suite de décisions budgétaires, organisationnelles et sociales dont les effets se mesurent dans le quotidien. Il rappelle aussi que chaque choix implique des arbitrages clairs, visibles rapidement par la population et exposés aux chocs externes. Rien n'est garanti, mais rien n'est figé. Pour les décideurs, les chercheurs, les entrepreneurs ou les citoyens engagés, le cas burkinabé ouvre un espace de discussion pragmatique. Que retenir d'une approche qui privilégie l'impact visible, la transparence et l'apprentissage sous contrainte? Quelles conditions seraient nécessaires pour l'adapter ailleurs ou pour en corriger les limites?